Merci d'être là. Alors, avant de commencer, je voulais souligner que vous avez la chance d'avoir un binôme canadien. C'est votre après-midi canadienne. Et ça permet aussi de vous donner un bon exemple de la diversité du Canada. Moi, malgré mon accent, je suis effectivement montréalaise, canadienne et québécoise d'adoption. Ça fait 15 ans que j'habite au Canada. Donc, vous aviez la version anglophone juste avant, avec Lior. Et vous avez la version francophone maintenant, qui vient du Québec. Et puis, je voulais vous dire aussi qu'au Canada, les magasins vendent autre chose que du noir et du rose. On ne s'est pas concerté avec Léor, mais on avait le même uniforme manifestement. Donc voilà, donc vous avez un bon aperçu de ça. On a évidemment des conférenciers en revanche qui sont eux pas du Canada. Alors moi je m'appelle Esther Darmagin, j'ai co-créé un cabinet de conseil en stratégie et développement durable à Montréal. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, depuis quasiment le jour où je suis arrivée au Canada. Et ça fait 15 ans qu'on accompagne tout type d'organisation dans leur transformation vers des modèles d'affaires, des stratégies, des pratiques plus durables. Et puis, il y a quelques années, je me suis rendu compte dans la façon dont on intervenait que finalement, vous savez, un consultant, il n'intervient pas forcément très longtemps dans une organisation. Donc on travaille avec les équipes, on accompagne, on met en place des stratégies, mais après, derrière, la mise en œuvre, c'est souvent les clients qui la font eux-mêmes. Et puis je me suis dit, j'ai réalisé en fait que dans nos interventions, l'impact, le vrai impact vérifiable, pas mesurable nécessairement, mais visible qu'on avait, c'était vraiment beaucoup plus dans l'étincelle qu'on voyait dans les yeux des équipes, dans les yeux des gens qu'on accompagnait et dont on développait finalement les compétences. Et je me suis dit, ok, c'est là qu'on a un vrai pouvoir d'action, nous les consultants. C'est vraiment dans la transformation individuelle et dans rendre, enfin en tout cas, aider les individus dans les organisations à comprendre quel était leur pouvoir et à clarifier en fait les stratégies qu'ils pouvaient mettre en place pour y arriver. Donc, une fois qu'on a compris ça, on s'est dit, bon, on a commencé à explorer, à lire beaucoup, évidemment, l'incontournable Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. On a commencé à rencontrer du monde qui pouvait nous éclairer sur comment on fait ça encore mieux, comment est-ce qu'on donne le pouvoir aux équipes pour pouvoir elles-mêmes transformer leur organisation. J'ai eu l'occasion de rencontrer les gens d'Infusio. À l'époque, Nathalie, une des co-créatrices, habitait Montréal. Donc c'était intéressant de partager une expérience là-dessus, où elle me regardait en me disant bah, « t'as enfin compris ». Pourtant, ça fait 10 ans que tu fais ce métier. Enfin, tu as compris que c'est sur les gens qu'on avait vraiment une influence. J'ai commencé à découvrir les notions de gouvernance participative, gouvernance partagée, d'entreprise libérée. Alors tous ces concepts-là qui étaient un peu émergents en France aussi quand je revenais. Et puis je me suis aperçue au fur et à mesure qu'il y avait des choses qui étaient très théoriques. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus pratiques, beaucoup plus engageantes. Et puis j'ai aussi remarqué que les entreprises, c'était différent la façon dont elles intégraient ces notions-là à l'interne. Et puis il me semblait qu'il y avait un peu 3 façons de progresser sur ces sujets-là. Il y a des organisations qui ont besoin d'un cadre, alors qui révolutionnent tout leur processus à l'interne, tout leur processus de gouvernance, qui mettent un cadre, qui font venir des formateurs et qui mettent en place des principes, par exemple, d'holacratie très structurés. Alors là, elles ont besoin, ces organisations-là, de tout casser pour pouvoir repartir sur des nouveaux modèles. Bon, très bien, ça leur convient. Nous, on s'est aperçu assez vite que ça ne nous convenait pas, organisation de 6 personnes. Et on s'est vite aperçu que si on allait là-dedans, on faisait beaucoup puis je vais quand même placer quelques expressions québécoises parce que sinon ce serait pas drôle. Donc on s'est aperçu que ça c'était un peu, pour nous, c'était un peu du pelletage de nuages. Vous imaginez bien l'image de pelleter des nuages. Les consultants, ça passe très très mal en fait quand on fait du pelletage de nuages au Québec. Donc on s'est dit ça va pas marcher sur nous. En revanche, j'ai visualisé aussi, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres organisations qui commençaient par des petits gestes, puis qui apprenaient de leurs petits gestes et qui mettaient la théorie à la fin. Je me suis dit, ça nous ressemble plus. Et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait une 3e façon d'entrer qui était peut-être un peu hybride, et de se dire, on va traiter d'un sujet. Il y a un sujet pressant, et celui-là, on va le travailler en intelligence collective, en gouvernance partagée, whatever you name it. Donc ces entreprises-là, et ça nous correspondait beaucoup mieux. Donc nous, on a commencé.
en se disant, ok, moi, le sujet que j'ai choisi, puis je ne sais pas si c'est le plus facile, c'est celui de la rémunération. Je me suis dit, on a plus que doublé notre équipe en 2 ans. On est passé de 2,5 à 6 personnes quand même, depuis la semaine dernière, donc c'est quand même un gros changement. Et je me suis dit, si on n'est pas aujourd'hui capable d'avoir une conversation ouverte, transparente, sur combien on est payé, et surtout qu'est-ce qui est important les uns pour les autres, et je me suis dit, il ne faut pas l'appeler la rémunération, ça n'a aucun intérêt ce terme-là. Donc j'ai discuté avec les gens d'Infusio qui m'ont dit, c'est peut-être de la contribution consciente, de la rétribution consciente. Je me suis dit, tiens, ça va mieux nous convenir. Donc je me suis dit, c'est là-dessus, c'est ce sujet-là, c'est aujourd'hui, on n'a pas le choix d'être transparent sur ce sujet. Donc c'est là-dessus qu'on va commencer. Et puis je suis vraiment contente d'avoir nos 3 panélistes qui vont nous amener des perspectives extrêmement différentes. Je prends mon papier juste pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Mais on a juste ici à ma gauche Agnès de Chiraud, qui est directrice générale d'Alice Délices. Alors ce qui est intéressant avec Alice Délices, c'est que c'est une PME qui est dans la distribution, le retail en bon français, mot que je ne dis plus depuis 15 ans, et qui est basée à Lille et à plusieurs endroits, mais en tout cas qui est dans cette région-ci. Donc ça, c'est une perspective de PME, et ça, on aime bien parce que c'est vraiment des exemples concrets que vous pouvez appliquer assez facilement. On a juste à sa gauche Philippe Méchet, et lui, il pilote la mission chez EDF qui s'appelle Parlons Énergie et intelligence collective. Donc ça, je trouve ça très intéressant d'avoir dans une très grosse structure quelqu'un qui pilote l'intelligence collective. Alors ça, il va nous expliquer ce qu'on fait dans une entreprise avec plusieurs dizaines, centaines de milliers d'employés. On est au-delà du 100. Hein. Ouais. Et puis, complètement à gauche, on a Ségolène Guiton, qui est utopiste réaliste. Ça, c'est un bon point de départ, mais aussi facilitatrice dans son quotidien, chez Infusio, qui est basé à Paris et qui intervient dans toute la France essentiellement. Et ce qui est intéressant aussi avec Infusio, c'est que non seulement ils aident leurs clients, donc c'est des consultants aussi, ils aident leurs clients dans la transformation, dans ces transformations culturelles, mais aussi ils l'ont fait à l'interne. Donc c'est un laboratoire, et Ségolène va pouvoir nous parler de comment ils l'ont fait à l'interne, à quoi ils se sont heurtés, mais aussi qu'est-ce qu'elle voit dans les organisations avec lesquelles elle travaille. D'accord ? Alors je vais commencer, je pense que tous les micros, ce micro-là fonctionne. Oui, tous les micros fonctionnent. Et Ségolène, j'aimerais bien que tu commences. Et justement, je crois que ça va prendre le relais quand je vais arrêter, en fait. D'accord. Donc Ségolène, j'aimerais bien que tu nous expliques comment on fait, ce que tu as vu, un petit peu ce que vous avez fait, vous, chez Infusio, puis est-ce que c'est important aussi de commencer par soi-même, et puis ce que tu vois aussi autour de toi. D'accord ? Bonjour, ravie d'être avec vous au World Forum. Je vais peut-être juste rajouter un petit mot sur ce que fait Infusio, même si Esther a déjà un peu trahi qui on était. On est assez cousins germains avec ce que fait Esther à Montréal. On accompagne effectivement les organisations dans leur transformation, que ce soit sur des sujets d'innovation, de culture managériale, de programmes talent. Enfin, ça peut toucher en fait plein de sujets métiers. Mais ce qui nous importe, c'est la manière dont on le fait. Et c'est aussi ce qu'on va donner comme moyen et comme outil pour que les entreprises puissent demain continuer sans nous et s'autonomisent dans cette démarche de transformation. L'autre point qui est important pour nous, c'est notre conviction qu'on commence d'abord avec les enthousiastes des organisations. Donc on ne va pas chercher à convaincre 100% de l'entreprise de ce qu'il faut changer et de ce qu'il y a à changer. On va plutôt travailler avec ceux qui ont envie de s'investir et de s'inscrire dans une démarche de changement, d'évolution, de transformation dans l'entreprise. Et puis on compte sur un effet qui marche à tous les coups, c'est la contagion positive. Et c'est une de nos convictions depuis 15 ans. Infusio a été créé il y a 15 ans par Yael Guillon, Nathalie Novak et Audrey Saget. Et donc tous les matins, on se lève parce qu'on aime cette transmission de connaissances, de compétences pour nos clients. Et puis du coup, il faut être un peu cohérent. Et on fait on a un vrai esprit de R&D chez Infusio. Et surtout, on teste effectivement beaucoup de choses sur nous. On est notre propre laboratoire. Donc aujourd'hui, on est en gouvernance partagée et c'est quelque chose qui est effectif depuis de manière très réelle et très concrète, je dirais, depuis 3 ans, même s'il n'y a jamais eu vraiment de hiérarchie. En gros, il y avait 2 strates, il y avait les associés et puis les autres.
Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de strates. En fait, on est tous au même niveau et on a tous à un moment la possibilité de prendre des décisions, d'agir, dès lors que ça sert la mission d'Infusio et la raison d'être et ce qui fait qu'on se lève chaque matin. D'autres particularités qu'on a mis en place, effectivement, nous on a appelé ça la reconnaissance en conscience. Alors au début, ça s'appelait la rémunération en conscience, c'est-à-dire que chacun détermine son salaire. C'est quelque chose qu'on fait, c'est un rituel qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi. Enfin, ça fera 3 ans déjà en janvier, donc on va dire presque 3 ans. Et donc tous les 4 mois, on se réunit. Et tous les 4 mois, on a la possibilité d'échanger sur le sujet au-delà de la rémunération, mais de la reconnaissance. Et c'est aussi un moment où potentiellement, on peut être amené à décider d'une augmentation, décider de ne pas bouger parce qu'on se sent bien là où on est, partager avec ses collègues qu'en fait ce qu'on veut, c'est pas forcément plus d'argent, mais c'est peut-être un lundi sur 2. Demander à avoir une trottinette de fonction, voilà, c'est quelque chose qu'on a eu. C'est en fait toutes ces choses, donc il y a le salaire effectivement, mais il y a aussi toutes ces choses que l'entreprise peut nous apporter et qui sont de l'ordre de la reconnaissance que l'entreprise peut offrir aux collaborateurs. Et puis on a ajouté ce mot en conscience parce qu'on ne le fait pas comme ça au doigt mouillé. On le fait en ayant connaissance des chiffres de l'entreprise, puisque tout est transparent, et ça depuis toujours chez Infusio. Mais là, tout est transparent et tout est transmis tous les 4 mois pour qu'on puisse réfléchir à ce sujet-là. Donc on a le chiffre d'affaires, la masse salariale disponible, l'état de la trésorerie, on voit la rémunération de chacun, on voit l'évolution de la rémunération des uns et des autres sur les dernières années. Enfin, tout ça est très transparent et nous permet du coup individuellement de pouvoir choisir ce qu'on veut pour nous, pour se sentir bien et pour pouvoir finalement être l'esprit libre et se donner à 100% pour ce qu'on fait au quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les congés illimités, mais je parlerai plus de congés en conscience aussi, ce qui est plus juste, c'est-à-dire que voilà, on ne compte pas nos congés, mais en revanche, voilà, l'idée c'est de pouvoir prendre des congés quand on est fatigué, quand on a enchaîné une semaine à être tout le temps dehors, à être tout le temps chez des clients en déplacement et à être crevé, plutôt que de se dire j'ai plus de congés, j'ai grillé déjà tout mon quota, c'est la possibilité de se reposer, de revenir en forme pour travailler. Et puis le dernier, il y a plein d'autres petites choses que je pourrais vous partager, mais j'ai envie de laisser la parole aussi à mes voisins. Mais peut-être la dernière chose qui est importante pour moi à partager, c'est récemment, il y a eu une ouverture du capital aux salariés avec une distribution d'actions gratuites. Et donc nous sommes aujourd'hui tous actionnaires de notre entreprise, d'Infusio. Et c'était un petit peu le geste ultime pour traduire aussi concrètement notre gouvernance partagée. Donc 30% du capital d'Infusio a été distribué gratuitement aux collaborateurs. Et les critères de répartition de ces 30% ont été décidés par les collaborateurs eux-mêmes sans que les associés participent à cette réunion où on posait les critères. Parce que finalement, ce qui leur importait, c'était que nous, on soit bien avec ces critères de répartition et ils estimaient qu'ils n'avaient pas forcément à rentrer là-dedans. Ils nous avaient donné ce chiffre de 30% qui était déjà un super cadeau. Donc voilà, donc on est aujourd'hui... je me sens du coup complètement cohérente avec ce qu'on dit, ce qu'on vit et aussi ça nous donne aussi plus de poids et plus de force dans ce qu'on va porter chez nos clients. Même si on ne leur demande pas de faire exactement comme nous, parce que ça dépend quand même clairement d'où on part et de l'histoire de l'entreprise. Il se trouve que notre entreprise, c'est une entreprise avec des fondateurs qui ont toujours eu une envie de pousser les limites des modèles traditionnels. Donc ça joue aussi. Et puis, juste pour compléter, vous êtes combien ? 12 ? On est 15. 15. Et puis, juste, tu peux quand même nous dire qu'est-ce que ça inspire chez vos clients ? Enfin, qu'est-ce que ça change ? Ça, tu peux peut-être nous le dire tout de suite. Ça serait eux les mieux placés, mais je pense que non, ce que ça change, c'est que quand on est dans des échanges avec eux et qu'on les pousse un peu dans leur retranchement, dans leur propre situation, j'entends, ils nous disent « Ah c'est facile à dire, vous faites comment ?» Puis quand on leur raconte, ils font « Ok, on va commencer petit, ce sera déjà bien. Ouais, ok, puis on vous fait confiance. » Parce qu'en fait, il y a une vraie...
il y a une vraie incarnation en fait de vouloir changer les choses avec un vrai respect des collaborateurs. Il y a, je trouve, quelque chose dans ce qu'on partage qui traduit le fait de plus considérer les salariés comme des enfants et de plus les infantiliser. En fait, on est des adultes dans une entreprise gérée par des adultes, donc potentiellement on a une capacité on a une voix, on a des avis, on a des envies, et donc du coup d'avoir ce miroir en face d'eux, je pense que ça crédibilise notre accompagnement aussi. Ça ne m'étonne pas. Philippe, est-ce que tu pourrais nous donner la perspective grande entreprise? Alors, comment ça a commencé? Dans quel but? Puis comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bonjour à tous. Alors, c'est un peu différent parce qu'on est 165 000 avec Enedis et 100 000 EDF, et donc on ne leur a pas demandé de fixer leur rémunération. Je le regrette d'ailleurs, mais j'en prends acte. Alors, c'est parti de quoi, l'intelligence collective EDF? En fait, c'est assez récent, ça a 2 ans. C'est parti d'un constat, un double constat. D'une part, il y avait une baisse de confiance dans la stratégie de l'entreprise. On a une enquête récurrente, quantitative, comme le font beaucoup les grandes entreprises, et on a senti une baisse d'engagement des salariés et de confiance, mais de moins 20 points en 2-3 ans. À quoi c'était dû? C'était dû aussi au fait que le débat énergétique a été un débat vraiment au cœur de l'actualité entre 2014 et 2017. Ça l'est toujours, hein, mais l'opération est partie en 2017, et donc on s'est dit il faut s'interroger sur la vision de l'entreprise. Il faut s'interroger, il faut aller absolument en profondeur. Alors, notre objectif, ça a été de soumettre cette vision à nos salariés au travers d'ateliers. C'est des ateliers chaque fois de 10 personnes. On en a réuni 10 000 plus 10 000 sur la plateforme, c'est-à-dire 20 000 en tout, donc dans 27 sites, avec, sur certains sites, on restait 2-3 jours, c'était des sessions d'une demi-journée, et on les a fait travailler sur différents aspects de l'entreprise, c'est-à-dire comment optimiser aujourd'hui notre vision d'innovation, comment faire un mix énergétique qui change, puisque je vous rappelle que pour nous c'est une révolution, c'est-à-dire passer de EDF, c'est 75% de nucléaire, de passer de 75 à 50 en quelques années, ce qui est un véritable changement de modèle, c'est pas seulement un commentaire d'actualité, c'est-à-dire qu'on demande à une entreprise de changer son modèle d'activité, donc il y a une nécessaire implication des salariés. L'idée c'est que ce soit totalement transparent, c'est-à-dire qu'on a fait ça sur une période de 6 mois en tout, parce que je vais vous dire un petit peu comment on a procédé. On a eu un peu 3 mois d'échanges sur toutes les villes, que je vous disais, toutes les sessions par atelier de 10, tout était noté. Tout était animé d'ailleurs par des dialogueurs qui étaient ce qu'on appelait les dialogueurs dans chaque atelier. C'était un binôme de salariés, c'est-à-dire on a formé nos salariés à interroger. C'est-à-dire que l'opération est totalement interne, hein, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les forces internes pour faire cette opération. Ils notaient tout, et dès le soir même où vous aviez participé à une session, c'était balancé sur la plateforme de telle manière à ce que chacun de ceux qui avaient participé pouvait voir ce qui avait été dit, si ça avait bien été consigné, ce qui manquait. Donc tout ça a duré pendant plus de 3 mois, où on a fait une tournée. À partir de là, on a travaillé pendant 2 mois avec mon équipe à faire les synthèses de tout ça. Tout était transparent, parce que l'important c'est la transparence dedans, c'est-à-dire c'est de voir qu'on va prendre en compte. Mon souci, c'était pas seulement de les faire parler pour les faire parler, mais c'est derrière, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire. On a sorti 20 chantiers nouveaux, qui étaient des chantiers vraiment importants. Enfin, je pense à organisation agile, c'était vraiment comment changer l'organisation. Des salariés ont travaillé ensuite en ce qu'on a appelé en forme de start-up. Chaque fois, c'est du volontariat, hein, c'était que des volontaires, donc de tout niveau, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Si je prends organisation agile, par exemple, ils ne voulaient plus de managers, ils veulent des coachs. En disant on ne veut plus des gens qui nous encadrent, mais des gens qui nous soutiennent, qui nous poussent, qui nous encouragent, qui nous amènent à oser davantage intervenir dans les process. Donc on a travaillé sur ça, et ça a donné lieu, donc 6 mois après, en mois de juin, à un comité exécutif du groupe, où les 14 membres du comité exécutif ont été réunis pendant 3h30 en live, c'est-à-dire diffusés dans toute l'entreprise, pour débattre différentes propositions et des chantiers. Je me suis toujours engagé vis-à-vis des salariés lors des introductions dans les sessions, de leur dire vous dites absolument tout ce que vous avez sur le cœur, il n'y a pas de tabou, surtout pas de tabou. Vous dites tout ce que vous pensez. Vous faites toutes les propositions que vous voulez. Elles ne seront pas toutes retenues. Mais celles qui ne seront pas retenues, on aura à vous expliquer, c'est notre devoir, pourquoi elles ne sont pas retenues. Donc c'est une volonté, toujours dans la transparence, mais aussi d'avancer.
Et puis le process a très bien marché. Finalement, ces chantiers qu'on continue de travailler, puisque j'ai dit organisation agile, mais il y a salariés ambassadeurs, il y a sur le plan solaire, ce qu'on peut faire, il y a énormément de chantiers sur les territoires, qu'est-ce qu'on peut apporter aux territoires, c'est des chantiers qui ont été ouverts. À partir de là, sur chacun de ces chantiers, il y a des mesures qui sont prises, chaque fois qui sont adoptées par le comité exécutif et qui donnent lieu à une transformation de l'entreprise. Donc, on utilise l'intelligence collective pour la transformation d'entreprise. De fait, on a réorganisé des sessions aussi ouvertes qui ont eu lieu cette fois en début d'année et sur lesquelles on est bien sûr en train de travailler, qui étaient à la fois, alors là c'était 3 ateliers auxquels chacun des salariés participait dans les sessions de la même manière, c'était où est-ce que nous voulons aller, ensuite c'était comment on veut y aller, et puis le troisième point qui est un point très important, c'est quelque chose qui est passé, qui est dans la loi Pacte, et qui maintenant autorise les entreprises à donner leur raison d'être. C'est très engageant, une raison d'être, puisque la raison d'être, vous ne pouvez pas en dévier. Par exemple, si je vais prendre un exemple un peu simple, quand Danone définit la question de la santé dans sa raison d'être, eh bien, elle est obligée de se séparer de l'ensemble de ses activités qui peuvent nuire à la santé, l'alcool et toutes ces choses-là. Donc, on travaille sur la raison d'être. On a travaillé sur la raison d'être. C'était un peu le pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va travailler. Et ça a créé effectivement dans l'entreprise un véritable engagement. L'idée, c'est que les salariés soient beaucoup plus engagés, que leur avis soit beaucoup plus pris en compte, évidemment, dans les mesures, et que ça aboutisse à ce qu'on appelle, nous, des défis concrets qui vont impacter l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise, qui vont changer les choses, parce qu'il y en a besoin. Je disais, on est nombreux, mais c'est compliqué, une très grosse structure qui est un gros paquebot EDF, c'est très hiérarchisé, c'est pas du tout une entreprise, effectivement, enfin, c'est l'avantage, moi je vois les petites unités, c'est bien parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Les grosses unités, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué d'ailleurs, c'est pas toujours le management d'en haut, c'est souvent le middle management, parce que, il faut les comprendre, parce que c'est aussi leur capacité à diriger, à avoir de l'autorité, où on leur dit d'un seul coup, cette autorité, elle va être un peu bousculée par la contribution des salariés. Donc c'est tout un état d'esprit, mais compte tenu de l'adhésion qu'il y a eu des salariés, puisqu'on a fait une enquête derrière, alors j'ose même pas dire les résultats, parce que c'est l'Albanie, on a eu 98% de satisfaits, et donc qui veulent, qui sont impliqués, ils continuent de participer sur la plateforme, et chaque défi, en fait, comme on leur détaille, ils peuvent effectivement intervenir pour dire où ça en est tel ou tel chantier. Donc voilà, je l'ai résumé un peu brièvement, mais c'est pour dire que c'est une entreprise qui essaie de se mettre en mouvement. De fait, je préciserai simplement une chose, c'est que comme c'était une grosse structure, ensuite la SNCF m'a demandé d'aller les aider, et on l'a fait avec eux, j'ai fait avec les équipes du COMEX et de Guillaume Pépi, pareil, pour essayer de l'insuffler à la SNCF. Là, on voit Airbus, AXA est aussi sur ce chantier. On a vu Air France qui nous consulte effectivement pour voir comment organiser à des échelles d'entreprises qui sont des entreprises importantes, lourdes, anciennes, hiérarchisées, comment on peut transformer l'entreprise au travers de l'intervention des salariés. Et en fait, ils sont plutôt convaincus d'y aller parce que le résultat est très positif. Il y a pas, j'allais dire, au début, on se pensait qu'il y avait une prise de risque, mais non, il n'y a pas de risque. C'est là qu'on s'aperçoit que les salariés, ils veulent contribuer, ils veulent participer, ils peuvent critiquer, mais c'est une construction qui doit aboutir à quelque chose de positif. Et je pense que ça, moi, je suis persuadé que l'intelligence collective, dans les structures petites, grandes, moyennes, quelle que soit sa taille, c'est quelque chose qui se généralisera parce que ça facilite le fonctionnement d'une entreprise. Au fond, on travaille beaucoup plus dans la confiance, on travaille beaucoup plus dans la transparence. Et c'est positif pour tout le monde. C'est positif pour les salariés, c'est positif pour la direction. Donc voilà, c'est en quelques mots, mais je répondrai avec plaisir à vos questions. Puis c'est positif pour le métier aussi, pour la société. C'est-à-dire que votre transition, elle a des impacts sur les territoires, sur vos clients, etc. Effectivement, mais faites bien de préciser, parce qu'un des défis qu'on avait, c'était l'ouverture au territoire, comme je vous disais, et la demande des salariés, c'était d'ouvrir ce genre d'opération au territoire pour faire ce qu'on a appelé des parlons énergie externes. On en a fait une à Neuvic, qui est en Corrèze, près d'un barrage. C'est un petit territoire assez important où on a invité les associations
les élus et les acteurs du territoire à venir. On a lancé 120 invitations, on a eu 101 réponses positives et ils sont venus à 110. Et donc on les a fait travailler par atelier sur ce qu'on faisait ensemble sur le territoire, sur comment développer l'écotourisme, puisque c'est lié au barrage et à l'eau, etc., à l'usage de l'eau qu'il peut y avoir. Ils ont eu plusieurs ateliers. Et pareil, on a sorti avec les équipes des mairies, des associations, etc., les mesures qu'il fallait prendre. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi ouvrir à la société, qui nous met à la fois en relation, et puis qui oblige un peu, vous savez, on est dans une entreprise où on est très refermé sur nous-mêmes. Hein. Les gens d'EDF, ils ont l'impression que tous les soirs, les Français pensent à EDF. Donc on vit de manière un peu fermée. Donc c'est l'idée aussi, c'est que ça doit ouvrir les salariés sur la société. Donc c'est extrêmement important ce que vous précisez sur l'interaction qu'il peut y avoir entre une entreprise et la société. Elle travaille pour la société. Donc c'est normal qu'il y ait effectivement cet échange. Merci Philippe. Agnès, est-ce que tu nous partagerais un petit peu ton expérience de PME concrète, ancrée, qui est là en plus en distribution directe avec l'utilisateur le final, donc une autre perspective. Alors vous, ça a pris encore une autre tournure. Raconte-nous ça. Oui, alors donc moi je vais raconter l'histoire effectivement une histoire d'un chemin de transformation qu'on est en train de prendre dans une PME. Là, on pourrait se dire une PME. Au stade de PME, elle doit déjà se transformer. Oui, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est issue. Donc moi, je suis quand même, dans mon parcours, très empreinte d'une culture. Je me définis comme une femme professionnelle du Nord, et donc très empreinte d'une culture d'actionnariat et de grande entreprise familiale du Nord. Et cette entreprise, cette PME, est née de ce type d'entreprise et de culture, et donc déjà très structurée. Donc on est sur le chemin d'une transformation. Voilà, donc Alice Délices, alors moi j'ai prévu un petit... voilà. Alice Délices, c'est quoi? Donc c'est 26 magasins en France qui vendent des ustensiles de cuisine et des ingrédients pour faciliter la cuisine fait maison. Voilà. Et donc moi, quand je suis arrivée en 2017, donc ça fait un petit 3 ans, cette entreprise donc, venait d'être achetée, elle était en difficulté. Ça faisait 7 ans qu'elle perdait du chiffre d'affaires à surface comparable. Elle venait d'être lâchée par un de ses gros franchisés qui lui faisait quitter un pays complet qui était la Belgique. Et le business model n'était absolument pas rentable. Il n'est toujours pas tout à fait rentable, mais voilà. Et donc, et en même temps, moi, je trouvais des gens, des collaborateurs qui étaient extrêmement engagés, extrêmement attachés à leur entreprise, parce que finalement très passionnés de leur métier. Et je vais dire relativement consciencieux parce que quand on dépense de l'énergie pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qu'on a du mal à obtenir des résultats, donc à redresser le chiffre d'affaires, à redresser les résultats, et finalement, c'est normal, on s'épuise un petit peu. Et puis en fait, moi, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans cette entreprise, c'est que c'était tous, quels qu'ils soient, finalement, quel que soit leur métier en tant que tel à chacun d'entre eux, ils étaient tous passionnés de notre métier, du métier d'Alice Délices, qui est finalement de donner accès à la cuisine fait maison. Et donc là, je vous ai pris quelques photos qui sont partagées sur nos réseaux sociaux. C'est tous des réalisations de nos collaborateurs. Je pourrais tapisser le théâtre en entier de ces réalisations avec uniquement peut-être 3 ou 4 mois de production. Et donc, on a vraiment des gens qui sont des fous de cuisine, et moi la première. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment on fait ? Comment je fais pour m'appuyer sur ce formidable moteur, cette formidable énergie d'un côté, et qui les rassemblait beaucoup autour de la cuisine fait maison, et puis en même temps pour la transformer et retrouver de l'excellence dans notre façon de rendre service à notre client, de l'exigence, et une forme, moi j'aime bien parler, on en avait échangé Esther, mais j'aime bien parler d'esthétique. D'esthétique de service, d'esthétique de produit, d'esthétique de relation, avec une vraie envie de faire quelque chose de beau. Moi, je suis une adepte du beau, du bien. Et donc, et je trouvais qu'il y avait un formidable terreau. Voilà. Et donc, on a été puisé dans l'ADN de l'entreprise. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit. On s'est dit finalement, on a des convictions qui sont très fortes. Et ces convictions, elles ne nous appartiennent pas, on n'en est pas propriétaire. On a beaucoup d'entreprises qui parlent d'écosystème. Je pense que voilà, dans les écoles, on commence à parler beaucoup d'écosystème. Et souvent, quand on parle d'écosystème, on se met au centre de cet écosystème et on se dit, quelles sont mes parties prenantes, finalement, avec qui je travaille. Et c'est une vision finalement très nombriliste, qui est un peu stérile. Et nous, on s'est dit, finalement,
On a une vision qui est très forte, qui est que cuisiner maison, c'est se faire du bien à soi, aux autres et au monde. Et on n'est qu'un serviteur de cette conviction. Et on est plusieurs à pouvoir s'unir et se rassembler pour servir cette cause. Et ça apporte une forme aussi d'humilité qui invite en fait justement à l'excellence et qui invite à l'amélioration continue et à la transformation continue. Voilà, donc ça a été très moteur dans notre transformation. Et ça nous a permis notamment de définir notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est de tout faire finalement pour rendre accessibles les bienfaits du fait maison au plus grand nombre. Finalement, quel que soit, et ce n'est pas qu'une question de budget, parce que le rendre accessible est un peu bateau, mais certains n'ont pas été éduqués à ça, et donc finalement, on n'a pas toujours reçu l'éducation qu'il faut pour cuisiner maison. On n'a pas toujours le temps nécessaire pour cuisiner maison, et on n'a pas toujours le budget aussi pour cuisiner maison. Voilà, et en fait, ce que ça a permis, c'est que chacun se rassemble autour d'une mission qui a du sens pour eux et qui les transcende. Et finalement, en se disant, comment ça a permis à chacun d'agir et de se sentir autonome et d'avoir de la pertinence dans comment je mets ma passion pour en faire un bien commun, finalement, et comment je la transforme pour en faire un bien commun. Voilà, et donc fort de ça, on a été un petit peu plus loin, et donc on commence à en entendre parler en France depuis 2015. On s'est dit qu'on allait prendre le chemin d'une entreprise à mission. Donc une entreprise à mission, c'est une entreprise qui effectivement met dans son objet social une raison d'être environnementale. Voilà, donc, alors ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'on dit que nous sommes en chemin. Mais la définition, c'est aussi une communauté d'hommes et de femmes qui s'engagent collectivement à entreprendre en commun dans l'inconnu vers un futur souhaitable. Et ce qu'on aime, et ce que moi j'aime particulièrement dans cette définition et qui est très fortement en lien avec le thème de notre conférence, c'est que quand on est dans l'inconnu, finalement, il n'y a pas de sachant. Et que ça met tout le monde sur un même pied d'égalité et que le talent de chacun se révèle et encore plus utile parce qu'on ne peut compter que sur le talent de chacun, finalement, pour continuer à avancer parce qu'on a perdu ses repères. Et moi, je trouve que c'est une formidable invitation et c'est un formidable terreau pour, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, j'aime pas ce terme, mais redonner ou donner du pouvoir aussi à ses collaborateurs. Voilà, et donc on a fait un grand acte fondateur, on va dire ça comme ça. On a rassemblé la majorité de nos collaborateurs, parce qu'on a des magasins, donc on ne pouvait pas fermer tous nos magasins, mais on a rassemblé plus de la moitié de nos collaborateurs pour faire un lancement fondateur de cette entreprise à mission. Et donc, à la suite de ça, ils ont tous élu un comité mission. Donc, ils sont dans la salle, parce qu'on avait aujourd'hui une réunion avec le comité mission. Donc, on a procédé à une élection sans candidat. Et donc, c'est l'ensemble de la communauté qui a élu des représentants. Donc, il y a 2 personnes des magasins, 2 personnes ce qu'on appelle le siège, les bureaux, je ne sais pas comment vous pouvez le dire, et 2 membres du comité de direction qui sont dans ce comité mission. Et moi, j'y suis aussi finalement pour les aider aussi, d'abord pour leur apporter mon soutien, et puis pour leur apprendre à agir, à prendre des décisions au-delà de leur métier et à dire vous pouvez le faire et apprenons ensemble, et moi aussi j'ai besoin d'apprendre avec eux. Donc c'est vraiment un apprentissage commun tous ensemble. Et donc vous avez là, la communication effectivement est très importante aux collaborateurs, et donc on a mis en dessin, et donc c'est envoyé auprès de tous nos collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait avec ce comité mission, progressivement, étape par étape, et comment on prend des décisions. Donc on a défini des engagements, je vais pas rentrer dans le détail, de cette entreprise à mission qui nous engage. Et ce comité mission, en fait, a pour responsabilité de suivre, activer, faire en sorte, il a autorité pour que nous tenions nos engagements et que l'ensemble des collaborateurs tiennent ces engagements. Voilà, et donc on avance progressivement. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et alors ce qui est très intéressant aussi, parce que les entreprises libérées, il y a eu beaucoup de littérature, moi je ne suis pas une adepte de ce genre de littérature, je préfère lire des romans. Et des bouquins de cuisine, voilà exactement, et passer du temps dans ma cuisine. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir à la trouille de temps en temps, quand on est une entreprise libérée, que ça parte un peu dans tous les sens. Et avoir un socle, évidemment, qui a beaucoup de sens et qui parle à chacun d'entre eux, parce qu'on s'appuyait sur un terreau de gens passionnés. En fait, ça permet d'abord que chacun se mette au service de cette raison d'être et de cette vision. Et on a juste créé une carte test, en fait, qui permet
d'encadrer un tout petit peu les initiatives des uns et des autres, des initiatives locales ou des initiatives de petits groupes, qui dit, voilà, en quoi tu crois, enfin tes clients, tu crois qu'ils ont envie de quoi, du coup, qu'est-ce que tu vas leur proposer et comment tu vas mesurer qu'effectivement ta croyance était juste, et après ça fonctionne pas, et si ça fonctionne, comment on le démultiplie. Voilà, et donc en conclusion, je m'étais noté que, alors nous, on n'a pas grand-chose à partager parce que l'entreprise perd encore un peu d'argent, voilà, mais on s'est dit qu'on avait surtout nos consciences à partager, et on est très content de pouvoir le faire, et puis qu'on pouvait partager aussi notre pouvoir d'agir, et c'est principalement ça qu'on partage. Et puis, toi, dans votre cas, c'est ce que tu me disais, presque la crainte, en fait, c'est qu'il y a maintenant tellement de liberté et tellement d'initiatives à l'interne que c'est peut-être pas facile à gérer, à coordonner, et puis surtout à diffuser. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est sur une initiative, de pouvoir apprendre et puis peut-être la partager, mais là, tout d'un coup, c'est presque trop foisonnant, ou en tout cas, il y a ce risque-là, non ? Oui, alors le mot liberté, encore une fois, je le trouve un peu galvaudé, donc je dirais plutôt beaucoup d'envie. En fait, on a pareil, comme le mot engagé, bien sûr, on a tous des collaborateurs engagés, et moi je trouve qu'on a des collaborateurs, en tout cas la transformation que je vois, c'est qu'on a des collaborateurs évidemment engagés, mais surtout, moi je les trouve inspirés. Je les trouve très, très, très moteurs, en fait. Je trouve qu'ils ont une énergie motrice qui est très forte. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'envie de tester des choses, de servir, d'inventer, de créer. Et donc ça peut être une difficulté derrière, parce que du coup, on a énormément de projets, et on est une toute petite PME, et donc, enfin, petite, on a entre 150 et 200 personnes, mais on a un métier, une personne souvent, donc il faut assurer le quotidien, et puis après, il faut construire pour l'avenir. Alors je pense que c'est un bon moment de parler. Bon, là, on s'émerveille, hein, mais on s'entend bien. Je pense qu'il y a des écueils, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Alors, à quoi est-ce que vous vous êtes heurté, et comment est-ce que vous avez justement pivoté, comme on dit dans le langage entrepreneurial? Comment vous avez fait quand vous êtes heurté à des obstacles, et lesquels ont émergé? Si, il y en a. Ça marche? Oui. Nous, je ne sais pas si c'était un obstacle, mais ça a été une mini-crise. C'est quand on a voulu changer notre mode de rémunération. En fait, il n'y avait pas vraiment de politique salariale chez Infusio, mais en gros, tu arrivais chez Infusio et tu disais j'aimerais ça, et puis on te disait si c'était possible ou pas. Bon, mais du coup, il n'y avait pas de grille, donc il n'y avait pas forcément d'uniformité, et du coup il y avait des sentiments d'injustice pour certains qui peut-être avaient demandé plus en arrivant et avaient eu cette bonne idée, alors que le voisin avait demandé moins, et tant pis pour lui. Et le rêve en fait d'un des fondateurs, Yael Guillon, c'était d'arriver à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire choisir en conscience le salaire qu'on veut, sans considération de ce que l'autre a. Mais pour arriver à ce chemin-là, on a eu quelques obstacles, et donc le premier, ça a été un espèce de crash test, et ça a été crash, puisque on était tous ensemble, et il nous dit, ok, on se met par groupe de 3, et puis on fait comme si on pouvait choisir ce qu'on voulait, on réfléchit à ce qu'on voudrait comme salaire, et puis quand on a passé un temps de discussion qui avait duré, je pense, bien 30 minutes en trio. On revient tous ensemble et on partage le salaire qu'on voudrait dans l'idéal. Donc c'était un jeu. Et là, en fait, les réactions ont été terribles, parce que du coup, il y en avait un qui disait moi, je veux tant, et je sentais ma voisine à côté qui était là. S'il me demande ça, il faut que je demande plus. Enfin bref, donc ça s'est transformé, ça s'est terminé en pugilat, il y a eu un arrêt maladie, il y en a 3 qui voulaient plus parler parce qu'ils se balançaient dans la gueule qu'ils n'avaient aucune empathie, enfin c'était une catastrophe. Et donc du coup, on fait quoi? Donc on a traité déjà les conflits, donc on a fait en sorte que les 3 personnes qui voulaient plus parler se reparlent, c'était quand même important, dans une équipe de 14 personnes.
La deuxième chose qu'on a fait, c'était de compenser les irritants qui étaient liés à des écarts de salaire sur des postes identiques, en se disant on ne va pas aller tout de suite vers notre modèle fou, on va déjà minimiser les sentiments d'injustice. Et ensuite, on a décidé d'un commun accord qu'on se mettait tous au même salaire. Enfin, du moins, non. Il y avait 2 strates de salaire, puisqu'en fait, notre système de rémunération a permis de basculer complètement vers la gouvernance partagée. Donc, il y avait les associés qui avaient un salaire et le reste qui avait un autre salaire, mais c'était tous le même. On était conscient qu'on n'avait pas envie de rester très longtemps dans cet État communiste. Donc, on a prévu de faire un séminaire avec un spécialiste de l'argent, un ancien banquier suisse qui s'est transformé en coach sur le rapport à l'argent. Ça ne s'invente pas. Et donc, on a passé 2 jours avec lui à jouer avec l'argent, à creuser en fait notre relation à l'argent ensemble et à voir comment on réagissait les uns et les autres. Et en fait, c'était ni plus ni moins qu'un exercice pour déjà mieux se comprendre individuellement et aussi mieux comprendre les autres. Et comprendre pourquoi il y en a qui sont plus écœurés que d'autres, comprendre pourquoi en fait on peut choisir ce qu'on veut et peu importe ce que l'autre va choisir ou va dire, si on est bien avec ce qu'on choisit, ça va, c'est ok. Donc on a eu ces 2 jours de séminaire et puis l'été est passé, l'automne est passé, donc on était toujours avec notre mode communiste, tous au même salaire ou presque. Et on a vraiment fait ça en janvier, donc il y a bientôt 3 ans. Mais avant de se lancer, on s'est inspiré de 3 modèles. Le modèle d'une entreprise brésilienne, Semco, qui est une multinationale, dirigée par Ricardo Semler. Si certains ont lu des ouvrages de Ricardo, ils le connaissent. Et puis 2 autres entreprises. Et en fait, là, ça a fonctionné, là, ça a marché parce qu'on a laissé le temps de la digestion. Mais voilà, on est passé par une phase qui a duré plusieurs mois où ça a été compliqué relationnellement. Donc on pense que tout le monde veut gouverner de façon co-responsable, mais quand on arrive dans le concret, ça devient plus compliqué. Vous, est-ce que vous avez, à quoi vous heurtez ? On s'est heurté à quelque chose auquel qu'on essaie de compenser, c'est sur la participation. Comme je disais, c'est une participation volontaire. On avait beaucoup plus de cadres volontaires que de maîtrise d'exécution. Et donc ça, c'était un souci, parce que, pour vous dire, mais ça va quand même loin, on avait 78% de cadres qui participaient, dans la maison on en a 50, et donc que 22% de maîtrise d'exécution, là on en a à peu près 50, on en a 48 exactement. Donc il y avait 2 raisons, c'est-à-dire que maîtrise d'exécution, il y avait la raison de c'est pas pour moi, c'est des échanges puisque c'est hors hiérarchie, sans tabou, etc. Donc je ne serai pas à la hauteur. Il y a la raison de la dévalorisation personnelle, et là il fallait effectivement la contrer. Puis il y a la raison managériale, c'est-à-dire celui qui dit je vais passer une demi-journée en session Parlons Énergie pour échanger, il y a son manager qui peut lui dire tu as peut-être autre chose à faire. Donc il a fallu effectivement, le second c'était finalement plus simple à résoudre que le premier. C'est-à-dire que là, de leur dire hors de question, enfin, s'ils veulent y aller, ils y vont. On a corrigé ça cette année, ça va beaucoup mieux, mais ça a été une vraie difficulté au début parce que finalement, on avait une partie du personnel qui était assez passif. Même chose d'ailleurs dans la formation de mes dialogueurs. Je vous disais qu'on a formé des personnes à l'interne pour faire organiser les dialogues. Il y en a d'ailleurs dans la salle, des dialogueurs du Nord. On s'est aperçu qu'on n'avait pas de maîtrise d'exécution. On n'avait que des dialogueurs cadres. Donc on a corrigé, on a réussi à former. Ils sont vraiment très bien. Ils sont très bons. Ça avait être cassé. Mais ça, c'était pas facile. C'est le premier écueil qu'on a pu connaître. Le second écueil, là, c'est plutôt par métier. C'est-à-dire qu'il y a différents métiers à EDF, et dans la production nucléaire, ils participaient beaucoup moins. Alors c'est aussi lié parce que c'est là qu'il y a le plus de maîtrise d'exécution, mais ils participaient moins que les autres. Alors de fait, là, on a vraiment corrigé en disant qu'il fallait absolument qu'ils participent puisque les débats les concernaient au premier chef. Mais ça, c'est 2 écueils qui continuent d'exister. Ils ne sont pas complètement résorbés. Sinon, évidemment, c'était une participation où on avait les tranches d'âge. C'est très, très étonnant. Alors, il y a toujours aussi le lien entre maîtrise d'exécution, niveau âge, etc. et métier. Les plus jeunes étaient un peu réticents. C'est-à-dire ceux qui n'osant pas
sans doute venir. Hein. Donc on avait une population qui commençait plutôt à 30-35 ans. La moyenne d'âge de l'entreprise n'est pas élevée, hein, c'est 40 ans, exactement 41 ans. Donc ce n'est pas une entreprise qui a un âge très élevé, mais enfin il y a des sauts démographiques dans l'entreprise, parce qu'il y a eu des vagues de recrutement énormes, ensuite des vagues où il y avait moins de recrutement, enfin, comme dans toutes les entreprises. Donc ça, c'est, je dirais, deux difficultés qu'on a pu rencontrer. La dernière difficulté, je dirais brièvement, mais j'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur l'entreprise à mission, parce que je pense qu'il faut lutter en interne, qu'on correspond à une entreprise à mission. Mais évidemment, il y a, faute de temps, sans doute vous ne l'avez pas dit, il y a des contraintes qui sont les indicateurs, surveillance, l'externe, etc. Mais c'est un vrai engagement. Et je pense que là, pour le coup, si on veut aller jusqu'au bout du process après la raison d'être, effectivement, il faut faire exactement ce que vous avez fait, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui oblige réellement. Ça, c'est passionnant, mais de fait, ça engage beaucoup plus. Bon, bah là, j'ai encore à convaincre. Alors justement, puis Agnès, je vais vous laisser répondre à ma question précédente, mais j'engrange sur la suivante parce que peut-être vous voudrez répondre aux deux en même temps aussi. Mais justement, pour faire du pouce, comme on dit au Québec, là-dessus, c'est qu'après, il y a la structure, il y a la structure de gouvernance, il y a les processus de prise de décision, les indicateurs, etc. Est-ce que de changer ces structures-là, ces processus-là, c'est un prérequis à faire ce que vous faites, ou est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça freine, etc. Donc ça, je serais curieuse que vous disiez un mot là-dessus, puis je vais laisser la parole en priorité à Agnès, qui veut peut-être répondre aux deux questions en même temps. En fait, elles se rejoignent parce que moi, j'allais répondre que nous, on a plus des difficultés que en tout cas, on n'a pas de clash, en tout cas, ce que vous avez rencontré. C'est plus justement lié à ce que vous dites. C'est-à-dire que nous, on n'est pas suffisamment petits pour résoudre les problèmes en se mettant dans une salle et puis en parlant, et puis voilà. Et on n'est pas suffisamment, on n'est pas rentable, hein, donc on est très dépendant évidemment de notre actionnaire. Hein. Et donc parfois, on a des difficultés, donc on doit redresser l'entreprise très rapidement. On est un métier, alors c'est ça qu'on essaie de transformer, c'est-à-dire qu'on est un métier, on a été créé sur un ancien métier de retailer classique, alors certes avec un site e-commerce, mais voilà, on est d'abord des commerçants avec des boutiques traditionnelles. Donc on est ce qu'on pourrait dire pas tout à fait un métier d'avenir, même si nous on est convaincus que notre mission, qui est de promouvoir les bienfaits du fait maison, a un énorme avenir devant lui et qu'on a un grand rôle à jouer dans ce qui est en train de se produire sur les questions environnementales et écologiques. Mais c'est vrai qu'on doit en permanence finalement faire des concessions entre comment je donne des signes d'amélioration très concrètes de ma rentabilité et de mon chemin de rentabilité, et en même temps j'investis pour préparer cet avenir qui ne se fait pas en claquant des doigts, parce qu'il y a toutes nos parties prenantes, en fait il y a tous nos fournisseurs qui doivent nous suivre, et donc on a d'ailleurs fait une convention fournisseur, on a réuni nos fournisseurs fabricants là en août, mais voilà, c'est aussi des PME parfois, c'est aussi des gens qui doivent se transformer, donc c'est très long. Donc ça, cet écueil, et donc cette structure de gouvernance, on n'a pas encore trouvé complètement la solution, donc c'est notre énergie, enfin, si, il y a quand même, on a retrouvé de la progression de chiffre d'affaires très forte et de la progression de la nouvelle désirabilité auprès d'une nouvelle clientèle, donc ça c'est quand même très positif. Et donc, à nouveau, depuis maintenant plus d'un an, voilà, on nous donne plein de signes d'amour. Donc ça, c'est positif. Mais voilà, donc ça, c'est un écueil. Et la mesure c'en est un aussi. Alors, il ne faut pas attendre la mesure pour avoir des convictions fortes et puis enclencher l'action, parce que de toute façon, voilà, sinon, ça doit partir d'abord de vos convictions intimes et de ce que vous avez envie, ce sur quoi vous avez envie de vous engager. Mais très vite, en fait, vous avez besoin de mesurer, parce que pour orienter, pour arbitrer, et dans des PME, on n'a pas toujours. On parle d'entreprises data-driven, mais l'entreprise data-driven, elle nécessite énormément de moyens. Et dans une PME, on n'a pas toujours ces moyens-là. Voilà. Bah, chez nous, c'était un prérequis et une conséquence sur le management. Un prérequis, comme je vous disais, enfin, pour faire participer l'ensemble des salariés, pour dire que la parole de n'importe quel salarié avait autant de poids que celle d'un manager, il fallait qu'il l'accepte. Donc ça, c'est le prérequis.
Et puis, la conséquence, c'est aussi ce que j'exposais, c'est-à-dire quand on a travaillé ensuite sur ce que souhaitaient les salariés dans l'évolution, c'était une gouvernance beaucoup plus souple, beaucoup moins encadrante et beaucoup plus innovante qui pousse. C'est d'ailleurs assez marrant parce que au fond, les entreprises, moi je trouve que souvent la gouvernance des entreprises, ils ont tendance à pas imaginer à quel point les salariés ont envie de bouger leur boîte et d'oser aller sur certains terrains. Et finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt le management qui retient, sans doute par certitude, assurance de ce qu'ils savent faire et puis de ce qu'ils savent que l'entreprise est en capacité de faire. Et au fond, il y a des salariés qui disent ben non, on devrait oser, enfin c'est pas grave si on a un échec. Et ça, je pense que j'ai été aux États-Unis assez longtemps, c'est aussi une vraie différence. C'est-à-dire qu'en France, on a une très mauvaise relation à l'échec. Un échec, c'est pas très grave. Si on en tire les conséquences, si on apprend de l'échec et si on arrive à reconstruire. Or, souvent, et ça c'est un écueil que j'ai rencontré dans mon entreprise, mais j'ai fait d'autres entreprises importantes avant, j'étais à Veolia, j'étais directeur général de la Sofres, donc j'ai fait pas mal de postes. On a toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on n'ose pas. On n'ose pas bouger les choses. Or, ma conviction, c'est qu'en redonnant la parole aux salariés, on peut leur dire sur des choses qu'ils proposent, et on sait que là, on va dans le mur, ça ne marchera pas, mais on leur explique pourquoi. En revanche, dans les propositions qu'ils font, il y a vraiment beaucoup à prendre et à apprendre pour avancer. Ils sont non seulement motivés, parce que c'est un peu ce qu'ils avaient proposé, mais en plus, ça fait avancer l'entreprise. Donc, je pense que c'est un jeu où on y gagne vraiment à l'échange. Mais c'est étonnant parce que moi je vois ça aussi dans mes clients. J'ai beaucoup d'entreprises de taille moyenne à Montréal comme clients, des grands et d'autres aussi. Mais en tout cas, c'est souvent, surtout dans ces PME, il y a cette croyance limitative des gestionnaires qui disent oh, non, on va pas le faire, ils vont pas être intéressés, ils vont pas savoir, ils vont pas oser, etc. Et en fait, ça n'arrive jamais. Une fois qu'on leur donne la parole, au contraire, il y a toujours cette surprise positive des gestionnaires qui disent mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était riche. Alors ça, je le remarque aussi, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ségolène ? Mais est-ce que derrière cette crainte et ces croyances limitantes dont tu parles, c'est pas la question de la peur de partager le pouvoir finalement et d'accepter qu'on va lâcher un petit peu de son territoire pour le partager avec les salariés. En tout cas, c'est quelque chose et c'est des freins qu'on retrouve souvent quand on accompagne des équipes, quand on accompagne des clients. On a souvent un dirigeant ou un leader qui nous dit « Non, mais ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas savoir faire. Non, mais je ne pense pas qu'ils aient envie. » Mais vous leur avez posé la question. Vous êtes vraiment sûr ? Et en fait, clairement, c'est juste la peur de se lancer dans quelque chose où les questions et les sujets vont être ouverts à d'autres. Et où, du coup, potentiellement, il y a peut-être de la contradiction. Mais c'est ce qui fera aussi la richesse, l'innovation, la nouveauté dans l'organisation. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Après, je voulais juste rebondir sur... on parlait des écueils. Pour moi, il y a deux sortes d'écueils. Effectivement, on est dans une culture en France où on n'aime pas trop les échecs et on ne les assume pas, ou on ne veut pas les regarder, ou en tout cas, on n'aime pas ça. Mais moi, je vois deux sortes d'écueils. Il y a ceux qu'on doit acter, et bon, c'est un fait, on s'est planté. C'est pas grave, on fera différemment la prochaine fois. Et puis, il y a les écueils comme ceux que, par exemple, on a pu vivre, où en fait, on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné, parce que ce qui était important, c'était notre détermination à atteindre notre projet. Et c'était quelque chose dans lequel on croyait vraiment. C'est peut-être pour ça que je m'appelle utopiste réaliste. Mais je pense qu'il y a ça aussi, et c'est en apprenant à se faire des feedbacks, en apprenant à analyser ses échecs et à se demander ce qu'on doit en faire, c'est ça aussi qui nous permet de nous pousser dans nos retranchements et d'y aller avec les équipes et d'y aller avec ses collègues. Alors moi je dis, j'ai pas de boss, donc nous c'est tous ensemble quand on se lance dans une aventure. Il n'y a pas de différents niveaux. Mais je crois vraiment à ça, en fait. Le plus, en fait, on va les regarder, on va apprendre de ses écueils et de ses erreurs, plus, en fait, on va pouvoir pousser le bouchon plus loin dans l'aventure collective. Mais juste, d'ailleurs,
c'est pour ça que je pense, enfin, c'est la raison pour laquelle je pense que ce type de méthode justement de transparence, d'échange, etc., doit se généraliser. Parce que les entreprises qui ont été pionnières dedans, EDF c'est pas la première. Hein, la première entreprise qui a vraiment travaillé sur ces questions d'intelligence collective, c'est souvent des entreprises de distribution, c'est Decathlon et Leroy Merlin. Ils ont beaucoup travaillé dessus et en fait, ils n'en ont tiré que des bénéfices. Plus la méthode se généralisera, plus effectivement, il y aura une relation beaucoup moins tendue dans ces questions d'appréhension du changement dans l'entreprise, que ce soit du management d'ailleurs ou de tous les autres salariés. Donc je pense que la généralisation de ce type de fonctionnement, elle est clé. Il faut qu'on ait beaucoup d'exemples pour que les entreprises y viennent toutes en se disant on ne peut qu'y gagner. En Amérique du Nord, il y a un truc très à la mode, c'est le fail camp. C'est où les gens viennent et ils ne racontent que leurs échecs. Et comment ils ont remonté la pente. Alors c'est fascinant. J'ai encore 1 million de questions à vous poser, mais je voudrais donner à la salle l'opportunité de poser ces questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'en vois une ici, et je voudrais donner l'opportunité aussi aux panélistes de se poser éventuellement des questions. Donc, vous pouvez vous préparer. Donc, peut-être, monsieur, voilà, le micro arrive. Merci beaucoup. Oui, je me posais une question par rapport à la question du contrat de travail. En fait, le contrat de travail, c'est un contrat de subordination. Donc, normalement, le salarié, il renonce à un certain nombre de pouvoirs au sein de l'entreprise. Du coup, je voulais savoir s'il y avait vous aviez changé, vous connaissez des structures qui ont changé leur contrat de travail pour pas que ce soit un contrat de subordination. Je me posais aussi la question, c'est intéressant, la question du rapport à l'argent que vous avez traité. Moi, je connais une entreprise qui a fait monter des salariés au capital en fonction de leur rapport à l'argent. Et en fait, il a évalué ça, il a été accompagné pour évaluer ça, et les salariés qui considéraient l'argent comme une finalité ne pouvaient pas rentrer au capital. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez eu des collaborateurs, autrices, qui avaient un rapport à l'argent un peu trop centré en termes de finalité, et comment ça a pu se traiter? Et juste dernière question, j'arrête là, pour monsieur d'EDF. Il y a aussi normalement les syndicats qui sont là aussi pour discuter un peu la question du pouvoir dans l'entreprise. Quel rôle ils ont joué dans cette question de l'intelligence collective? Je pense que la première question était pour moi. Le contrat, c'est pour tous ceux qui veulent répondre. Le contrat, j'avoue que je n'ai pas de réponse particulière. Après, je ne me sens pas du tout subordonnée. Voilà. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que du coup, on a dû questionner notre avocat pour savoir est-ce qu'on peut modifier son salaire tous les 4 mois et est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tous les 4 mois, on change de contrat de travail? Donc non, on n'est pas obligé. En revanche, on signe une feuille qui acte en fait du montant qu'on a donné, qui soit est le même que les 4 mois précédents, soit a changé. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui permet d'officialiser et c'est ce qui fait office d'avenant au contrat concernant le salaire. Après, c'était par rapport au rapport à l'argent. En fait, on ne s'est pas retrouvé dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que depuis le départ, on est dans une entreprise qui est animée très fortement par ses valeurs. On rejoint tous Infusio pour la philosophie et pour l'engagement qu'on a et l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société. Donc, déjà, ça filtre quand même les profils. Et j'ai pas encore, on n'a pas encore eu de cas de figure où quelqu'un n'est intéressé que par l'argent. Voilà. Ce que je voulais peut-être préciser quand même, parce que j'ai commencé un peu l'histoire, mais je ne l'ai pas complètement terminée. C'est important pour moi de le préciser. Aujourd'hui, on n'est plus dans des salaires qui sont tous égaux et tous linéaires. En fait, aucun salaire ne se ressemble. Et le plus haut salaire n'est pas forcément le salaire d'un des associés. Donc, on a réussi, au bout de 3 ans, à aller au bout de notre exigence de disrupter complètement le modèle de rémunération chez nous. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Une petite anecdote à ce sujet-là. Nous, quand on est devenu B Corp, par exemple, en 2015, et dans la recertification, le questionnaire B Corp demande est-ce qu'il y a moins de je ne sais plus combien, enfin quel est l'effet multiplicateur entre le salaire des dirigeants et ceux des employés. Et moi, je me suis dit, mais c'est probablement moi qui gagne le moins bien dans l'entreprise. Si je le rapporte au taux horaire, je me suis dit, donc là-dessus, on n'a vraiment pas de souci.
Moi, je vais intervenir sur le contrat de travail. Alors moi, je ne suis pas une juriste professionnelle, donc c'est plutôt une opinion personnelle. Je ne considère pas que le contrat de travail est un contrat de subordination. Un contrat, c'est un contrat qu'on passe entre deux personnes et chacun a des droits et des devoirs. Moi, je suis frappée de voir, j'ai des fils qui ont peut-être votre âge, je ne vois pas très bien parce qu'il y a des... voilà. Et moi, il y en a un qui est revenu en me disant, bah, tu sais, on m'a proposé de me mettre en travailleur autonome pour pouvoir être embauché. Pas de retraite, enfin voilà. Et donc avec tout ce que ça, donc je ne sais pas si le sujet il est vraiment là sur le contrat de travail. Moi, je me suis jamais sentie subordonnée parce que je suis aussi salariée. Donc même si je suis DG, je suis aussi salariée. Et évidemment, j'ai commencé jeune étudiante et je me suis jamais sentie subordonnée. Par contre, il y a une réflexion que j'ai, alors qu'aujourd'hui j'ai partagé avec personne dans l'entreprise ni avec aucun de mes actionnaires, mais ce sera dans un peut-être deuxième temps. On a beaucoup parlé. J'ai aussi issu de l'observation de mes étudiants et de mes jeunes. Et je suis très intriguée par Uber. Et en fait, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils vont tous sur Uber dès qu'ils ont besoin d'argent? En fait, ils décident d'aller prendre leur vélo à pas d'heure et d'aller livrer dans des conditions, je trouve, extrêmement périlleuses. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Et je me dis, mais en fait, quand j'ai posé la question, c'est, bah oui, mais en fait, on peut travailler quand on en a envie. C'est vrai qu'en magasin, on pourrait très bien se dire, voilà, j'ai un vivier de personnes, donnez-moi votre disponibilité. Ça pourrait être une évolution aussi donc c'est pas une question de contrat de travail, c'est une question de comment c'est adapté à ta façon de travailler. On pourrait se dire, voilà, j'ai tout un vivier, et puis chacun me dit quand est-ce qu'il est disponible, et je fais en fonction de... Ça pourrait être une évolution. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais c'est un élément de réflexion. Alors, je ne vous parlerai pas de la rémunération, parce que la grille de rémunération à EDF, doit y avoir 160 niveaux. Hein. C'est un truc, je vous assure, même en Union soviétique, ils n'en rêvaient pas. Ils n'osaient pas. Non, je vais vous répondre sur les organisations syndicales. Vous posez une question centrale, parce que, effectivement, au début, ça a été un peu la question. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir le sentiment soit d'être court-circuités, d'être exclus, etc. Donc on les a rencontrés, je les ai rencontrés dès le début, chaque organisation syndicale, à la fois en bilatéral et ensuite en ensemble, pour leur expliquer absolument tout ce qu'on allait faire, la manière de se faire. Je les ai invités d'ailleurs à participer, et ils ont participé. Alors il y a eu deux choses, c'est que, j'ai vu puisqu'il y avait un vote en CE, vous savez, nous on est quand même très CEDF, hein. On est très encadré syndicalement, ils ont voté à l'unanimité sur la mission, ce qui signifie que, quel que soit le syndicat, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement adhérés. Il y a juste une chose qu'ils m'ont demandé, c'est qu'il y avait des dossiers, je pense par exemple, il y a des chantiers qui est sorti, qui était, il faut accélérer le véhicule électrique. Or ça, c'est une des choses sur lesquelles les syndicats, depuis longtemps, avaient une demande. Donc ils me disaient, bah, quand même, tu sais, c'est un peu embêtant, parce qu'on va prendre des trucs qui viennent de chez toi, alors que nous, on propose des choses qui sont pareilles, et ça fait un temps fou qu'on n'a pas de réponse ni quoi que ce soit. Donc je les ai totalement associés en leur disant, bah, très bien, vous prenez, c'est vous. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez tout à fait dire vis-à-vis des syndiqués que le maître vient de vous. L'idée, c'est que ce qui compte, c'est qu'on se transforme, c'est qu'on aille dans le bon sens. Après, on n'est pas propriétaire. D'ailleurs, je ne suis pas propriétaire de ce que disent les salariés d'EDF. C'est pas de moi, c'est eux. Donc, d'une certaine manière, ça les reflète. Et jusque-là, je croise les doigts, mais on travaille très très bien ensemble. Je me suis engagé à les voir régulièrement pour leur dire ce qu'on faisait, où on en était, comment on avançait sur chacun des chantiers qui avaient été soulevés par les salariés et les opérations qu'on allait ouvertes. Et au fond, alors c'est pas un étonnement, mais ils ont parfaitement adhéré à la démarche, et ils ont vu que ça ne contrariait pas leur action. Sachant que, mais ça rejoint un petit peu les autres points que vous avez vus, il y a des sujets sur lesquels on va pas, on n'est pas allé sur la rémunération, par exemple, on est allé sur manager coach, je disais, sur l'organisation, ça oui, mais par exemple, la question vraiment de la rémunération, c'est pas quelque chose qu'on a abordé d'ailleurs dans les sessions qu'on a eues. Ils étaient là pour parler de la vision de l'entreprise. Ils ont vraiment parlé de la vision de l'entreprise. Ils sont engagés. C'était pas quelque chose de personnel. Donc c'était plutôt, on a un rapport positif et constructif avec les OS. Est-ce qu'on aura une autre question dans la salle? Oui, je n'ai pas vu la chronologie des mains levées, mais voilà, monsieur. Bonjour, j'ai une question pour Ségolène Guiton. Vous êtes 15, demain vous serez peut-être 16 ou 17.
comment vous faites entrer un nouveau collaborateur dans votre organisation qui est quand même très éloigné d'une grande majorité d'organisations qu'il y a aujourd'hui dans l'entreprise? Le processus de recrutement est quand même quelque chose d'assez approfondi chez vous. Hein, et d'accompagnement à l'entrée, en fait. En fait, le processus de recrutement, il se fait... on a par exemple recruté... on a eu des départs de personnes qui s'en allaient pour vivre une autre vie que ce qu'ils ont fait chez Infusio. Donc choisir une autre carrière, un autre métier. Donc on a recruté 2 personnes là cet été. Et ces 2 personnes, en fait, ont suivi déjà, il y a tout un processus de recrutement qui commence par un entretien avec 2 d'entre nous. Ensuite, c'est suivi s'ils passent le premier entretien, c'est suivi d'une rencontre plutôt informelle, soit autour d'un déjeuner, soit autour d'un apéro, parce qu'on aime bien prendre des apéros chez Infusio. Nous aussi, on aime bien la cuisine. Et donc là, c'est plus pour finalement pour échanger de manière informelle avec la personne, et puis aussi pour qu'elle voit l'équipe, qu'elle voit comment on fonctionne, comment on échange chez nous, puisque c'est très vivant. Et puis le troisième temps, c'est un temps où on propose aux candidats de venir en immersion chez nous pendant une petite journée. Et pendant cette journée, en fait, il peut participer à un call avec un client, à une réunion sur un sujet qui nous importe, ce qui se passe au moment où il est là dans l'entreprise. Et sur cette journée-là, il y a un temps d'1h30 qui est consacré juste à un échange de questions-réponses sur notre processus de reconnaissance en conscience, puisqu'on envoie en fait tout le processus à ce candidat à ce moment-là pour qu'il puisse le lire, qu'il puisse se questionner, qu'il puisse arriver en pouvant lever en fait tout ce qui le titille, tout ce qui le rend curieux sur cette drôle de manière de choisir sa rémunération. Et une fois que tout ce processus a été fait et qu'on décide d'embaucher telle ou telle personne, cette personne est invitée à déterminer en conscience son salaire d'entrée chez Infusio en fonction des mêmes indications que nous on a, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la masse salariale, les salaires de tout le monde, la trésorerie, on propose aussi des grilles de salaire dans notre secteur d'activité et sur notre région, parce que c'est important aussi d'avoir conscience du marché et pas réfléchir hors sol non plus. Donc on donne tout ça et en fait, comme pour nous, en fait, le candidat a la possibilité pour l'entrée, il doit même rencontrer 2 collaborateurs Infusio de son choix pour échanger. Mais l'idée, c'est pas un échange pour valider sa demande, c'est plus un échange pour qu'il ne réfléchisse pas tout seul au sujet et qu'il, s'il a encore des choses qui sont complexes pour lui, qu'il puisse les lever. Donc voilà comment ça se passe. Donc je pense que pour les prochains, ça se passera pareil, puisque ça se passe bien. Donc il n'y a pas de raison qu'on change. Et ce que je partageais tout à l'heure en répondant à la première question, ce qui nous aide, c'est notre engagement affiché, qui déjà filtre en fait pas mal en fait le profil des candidats qui savent en fait où ils arrivent et qui savent qu'en fait on est une entreprise qui a un mode de fonctionnement atypique et donc qui va peut-être bousculer des habitudes pour le nouvel Infusien. Voilà. On a une question ici. Michel de Africa News. Afro News. J'ai juste une question qui concerne Esther Deormayen. Justement, on a le point de vue du point de vue de la France, de ce qui se passe. Je voudrais savoir s'il y a une vraie différence philosophique par rapport au rapport à l'entreprise, au niveau du Canada notamment, pour prendre cet exemple, et puis s'il y a d'autres exemples à travers le monde. Dieu, c'est une vaste question. Et là, je connais beaucoup mieux évidemment le Québec que tout le Canada, qui est un territoire immense avec des expériences différentes. Ce que je trouve similaire, c'est qu'il y a la réflexion justement sur l'intelligence collective est aussi bien développée. Donc ça, je dirais que je pense qu'on est à peu près sur des niveaux similaires. Je vois les trois avenues dont je parlais en intro, en disant il y a des gens qui mettent des principes d'holacratie très structurés en place, d'autres qui commencent par des petits morceaux, d'autres, etc. Ça, je trouve qu'on voit ces 3 configurations-là. Souvent,
souvent, mais quand même souvent on expérimente des choses, on est plutôt en mode pilote, test et erreur, donc on ne met pas forcément les concepts autour de la chose, mais mettons, on parle beaucoup d'intelligence collective quand même. Holacratie, entreprise libérée, tout ça, on en parle quand même moins, mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas des choses en fait, donc c'est plutôt ça. Donc je crois qu'on est pas mal dans les mêmes tendances et peut-être un peu moins conceptuel, je dirais, mais sinon c'est assez comparable quand même. Aux États-Unis, c'est pareil, hein, l'intelligence collective est beaucoup plus développée en entreprise. Dans la participation, y compris, enfin c'est allé loin, même s'ils ont reculé, mais ils avaient fait un essai Google, en laissant 20% du temps à leurs salariés pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. C'est-à-dire, en gros, pour aller proposer des choses, mais 20% de leur temps devait être ça. Puis ils sont revenus dessus, ça ne fonctionnait pas très bien, mais peu importe, ils ont quand même essayé, et donc c'est quelque chose qui est plus courant. Juste une chose quand même que je voudrais préciser, dans les conditions, je n'ai peut-être pas dit, d'intelligence collective, il faut être très, très appuyé pour le lancer par le président. Très appuyé. C'est-à-dire, il faut que chacun sache qu'il y a vraiment un intérêt particulier du président à ça. Vous ne le faites pas si le président ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que vous devez ensuite convaincre les managers de laisser les équipes y aller, de faire les échanges, d'aller bousculer les organisations. Donc il faut vraiment que le président soit extrêmement lié à l'opération et extrêmement proche de la personne qui pilote la chose. Donc ça, je crois que c'est quand même une contrainte. Oui, alors oui, et moi j'ai quelque chose à ajouter là-dessus, parce que ce que je remarque, et ce que je vis moi comme entrepreneur aussi directement, c'est que la charge mentale du dirigeant et de l'entrepreneur diminue miraculeusement lorsqu'on donne la parole et plus de pouvoir aux employés. Je m'explique, c'est que quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut prendre toutes les décisions, qu'il faut avoir les réponses à tout, etc. Et que, bah oui, combien, ça va être quoi ton salaire, mon Dieu, oh là là, il faut que je prenne cette décision-là. Et moi, j'ai vécu personnellement, et je l'ai vu dans les yeux des autres, c'est tout d'un coup cette charge mentale-là, ce soulagement physique, hein, de se dire, mais je ne vais plus être le seul à avoir l'unique responsabilité de décider des choses sur lesquelles finalement, je n'ai pas ni un grand intérêt, ni une grande connaissance, ni une grande expertise. Donc ça, c'est assez flagrant. Donc oui, il faut l'implication du dirigeant, mais je trouve que ce qu'il en reçoit dans la démarche est extrêmement rassurant et gratifiant et allégeant. Et Ségolène, je pense que tu as quelque chose à ajouter. En fait, je voulais compléter sur les questions en fonction des cultures et des pays, comment ces questions-là sont perçues. Nous, on est amené à travailler avec des groupes qui ont des filiales à l'international, donc ça nous confronte aussi à d'autres cultures. Et ce que je relève peut-être comme différence, c'est souvent le rapport au temps qu'on va passer, qu'on va prendre pour que l'entreprise se transforme et pour laisser de la place aux salariés. Et un retour que j'ai eu souvent, c'est que, alors tu me compléteras ou tu me contrediras si c'était faux, mais que le rapport au temps en Amérique du Nord est quand même beaucoup plus rétréci, alors que les accompagnements qu'on peut faire en France, en fait, on se retrouve avec des dirigeants qui acceptent qu'une transformation, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand on a accompagné le roi Merlin, ça a duré 4 ans. Et en fait, en Amérique du Nord, en tout cas, ma collègue qui a travaillé à Montréal s'est retrouvée parfois confrontée à des situations où on attendait des KPI qui arrivent très vite. Sauf qu'en fait, on est des êtres humains et qu'on met du temps à bouger, à changer nos habitudes. Et donc que les KPI, on commence à les voir au bout de 6 mois, 1 an, si on veut être vraiment très honnête. Donc c'est une des différences, en tout cas, qu'on a pu relever. Et puis après, c'est plus des différences dans la manière d'appréhender l'intelligence collective. Si vous allez en Angleterre, ils sont beaucoup plus straight to the point dans leur manière d'aborder les problèmes et les sujets. Et donc, du coup, on fait de l'intelligence collective, mais ça va beaucoup plus vite qu'en France. Parce qu'il y a beaucoup moins de conversations et il y a beaucoup moins de retours en arrière. Et voilà, donc ça, c'est un point de différence culturelle qu'on peut retrouver et qu'on a observé. Absolument. Est-ce que vous avez des questions les uns pour les autres ? Après, on reprendra les questions de la salle ? Non ?
Vous n'êtes pas obligé. On a déjà dit tellement de choses. Vous n'êtes pas obligé. Beaucoup de choses. D'ailleurs, je peux ajouter que là, les opérations d'intelligence collective qu'on fait en France, on est en train de les faire dans notre filiale au Royaume-Uni, où ils sont quand même 15 000, et en Italie. Donc en fait, et à la demande, puisque là c'est la filiale, à la demande, ils ont vu comment ça se passait, à la demande de ces pays. Ce qui veut dire qu'il y a un attrait, je pense, un peu international, même si je suis sensible effectivement à la remarque sur la notion de temps et le straight to the point des Britanniques. Si moi j'aurais éventuellement une question à chacun d'entre vous, Ségolène, peut-être, est-ce que vous pensez que votre système de principe de rétribution, non, contribution, reconnaissance puisse être démultiplié à n'importe quelle entreprise, et du coup chez EDF, sur des sujets qui fâchent, hein, les 160 échelons de rémunération, est-ce que vous vous sentiriez capable de faire bouger les choses par de l'intelligence collective, hein? Ségolène va répondre pour moi. Supprimer tous les échelons, hein, qu'est-ce que je dis que je dise? Non. En fait, moi, je ne crois pas trop au modèle sur étagère. Notre modèle, on l'a construit, mais on l'a construit en s'inspirant de plein de choses. Donc, si vous allez voir Semco, la multinationale brésilienne dont je parlais, ils ont des critères beaucoup plus arrêtés que ce que nous, on a mis en place. Mais en revanche, ils ont ce mode de fonctionnement où ils se retrouvent en équipe et où ils en parlent, et où c'est un sujet de conversation, et ça n'est plus une conversation de machine à café. Donc je ne sais pas si une autre entreprise pourra faire exactement ce qu'on fait nous. En tout cas, je crois profondément qu'on peut changer notre rapport à l'argent en entreprise. Et ça va venir de toute façon avec tous les sujets qui arrivent de plus en plus sur la transparence des salaires, où il y a un moment où quand on va voir l'écart entre le plus haut salaire et le plus bas salaire, la question va se poser. Moi, quand j'entends aujourd'hui des amis dans des dîners qui me disent « Ah ben c'était les augmentations la semaine dernière, bon, j'ai pas pu distribuer des primes à tout le monde. » Non mais du coup, je leur ai dit de pas s'en parler. Hein. Je l'ai regardé, j'ai dit « Mais enfin, tu parles à des adultes. » Donc forcément, ils vont s'en parler. Et forcément, ça va créer des conversations parallèles, etc. Donc non, peut-être que ça ne ressemblera pas à ce qu'on fait, mais en tout cas, je trouve souhaitable et à encourager d'aller vers plus de transparence, et peut-être, si c'est pas ne pas mettre de critères comme nous, c'est déjà mettre des critères qui sont aussi des critères de savoir-être et pas que des critères de compétences. Il y a d'autres entreprises buffer qu'on a observées et qui a une grille. Alors, c'est des ingénieurs, donc ils ont fait un tableau Excel. Moi, j'aime pas les tableaux Excel, mais en revanche, les critères qu'ils ont choisis sont intéressants à noter, et ils ont vraiment élargi la grille de critères qu'on peut voir traditionnellement dans nos entreprises. Et à mon avis, très humblement, la première discussion à avoir est probablement pas celle sur l'argent, mais sur le comment on va faire et quelle est la méthodologie qu'on veut mettre en place pour pouvoir avoir cette discussion-là. Ce que je peux juste ajouter, c'est il y a une équipe de la Société Générale qui est venue nous rencontrer pour qu'on leur raconte comment on faisait. Et du coup, eux, ils l'ont fait à leur façon, avec l'enveloppe qui leur était donnée et qui était donnée à leur direction. Donc, ils ont fait autrement, ils n'ont pas fait exactement comme ce qu'on fait, mais déjà, ils ont fait quelque chose de nouveau et de différent dans une grosse entreprise. Mais ils ont pris cette liberté au sein de leur équipe. Alors, je suis un peu gêné pour vous répondre parce qu'on est dans une boîte de polytechniciens. Alors, nous, on adore les tableaux Excel. Il y en a plein. Non, c'est un débat sur la grille de rémunération à EDF qui doit, il y a de plus anciens que moi, EDF d'ailleurs, dans la salle, qui doit durer depuis 20 ans, sur cette grille qui a été faite d'ailleurs en lien avec les OS au départ. C'est-à-dire que les OS ont participé à l'établissement de la grille de rémunération. Mais alors, elle est devenue extrêmement compliquée. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, on peut commencer en GF1. Alors, il y en a quasiment plus dans la boîte des GF1. Ça va jusque GF19, les grades. Donc, parce qu'au sein de ça, hein, il y a ce qui s'appelle des NR, c'est-à-dire c'est des niveaux de rémunération. Il y en a plusieurs au sein de chaque grade. Et ensuite, une fois que vous êtes GF19, vous pouvez passer CS, c'est-à-dire cadre supérieur. Puis après, il y a les D3. Alors ça, c'est déjà des cadres dirigeants. Les D2, encore plus dirigeants. Et les D1, les super dirigeants. Et donc, vous voyez, c'est une boîte presque pas hiérarchisée. Merci pour la question, Agnès. Très, très compliqué. Et la vraie question d'Agnès était claire, c'était est-ce qu'on peut le faire en intelligence collective? Je ne sais pas, mais en revanche, par rapport à ce que dit Esther, sur les critères, oui, on peut.
discuter des critères qui devraient être davantage pris en compte, se moderniser par rapport à ce qu'ils étaient. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On ne va pas fixer la grille en disant ça commencera à tel niveau, ça finira à tel niveau, mais en revanche, on peut faire quels sont les critères qui doivent être pris en compte. Alors, à côté de ça, chacun des salariés sont très très suivis, la grille, la fonction. Bon, au global, il y a tous les ans, au moment, effectivement, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, une grande discussion sur les salaires, c'est pas assez, mais ça, c'est commun, c'est normal quand même. Bon, mais globalement, bon, ça se passe pas mal. C'est pas une entreprise qui paie mal ses collaborateurs. Elle n'est pas connue, en tout cas, pour mal les traiter de ce point de vue. Mais pour moi, enfin, à mes yeux, je le dis, cette grille déconne complètement. Mais ça, c'est off. Bien sûr, mais personne n'a entendu. Alors, ça va tourner au pugilat interne EDF. Non, pas du tout. Au contraire, je vais aller tout à fait dans le sens de Philippe, puisque effectivement, vous l'avez compris, je travaille aussi chez EDF. Alors, ce qui est intéressant pour en venir au thème, c'est que effectivement, les collègues ne venaient pas dans ces dialogues pour discuter de leur rémunération. Par contre, discuter rémunération n'était plus un tabou. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, j'y suis depuis une vingtaine d'années maintenant dans l'entreprise. C'était quelque chose qui était inimaginable parce que Philippe l'a dit, très structuré, très organisé et très surveillé par les organisations syndicales. Et ces dialogues de Parlons Énergie ont permis de libérer la parole sur le sujet. Encore une fois, ils ne venaient pas dans un esprit de revendication, mais ils disaient, voilà, il y a des niveaux de rémunération, est-ce qu'on peut y toucher, faire quelque chose, comment faire, comment en discuter. Ça, c'était complètement nouveau. En tout cas, moi, c'est tel que je l'ai vécu. C'est pas surprenant. Il y avait une main levée, je crois, monsieur en beige, je crois. Vous aviez la main levée avant? Oui. Hein. Alors, ici, voilà. Et je pense qu'on a le temps peut-être pour encore 2 questions de la salle. Oui, bonjour, moi je suis un de vos cousins, puisque je travaille à RTE, donc, qui est une filiale de EDF, mais indépendante. Donc on a aussi des problèmes, enfin je me reconnais dans tout ce que vous avez raconté. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, c'est que là on parle ça fait longtemps qu'on parle d'argent. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que comme effectivement on a les mêmes difficultés pour travailler là-dessus avec les salariés, qu'ils soient managers ou pas managers d'ailleurs, en fait on a travaillé sur la reconnaissance. Et donc le pouvoir, on l'a donné aux salariés pour se reconnaître entre soi, avec des soft skills qui ont été déterminés. Hein. Et donc on a travaillé avec une entreprise, une start-up qui a développé un outil qui s'appelle le KIF. La start-up, c'est Coco Workers. En fait, chaque salarié, tous les mois, peut envoyer un KIF à 3 de ses collègues en étant argumenté. C'est-à-dire que c'est pas simplement je te like, t'es cool, mais merci, grâce à ton application, j'ai pu réussir à amener mon projet à terme et c'est grâce à ça que j'ai pu, etc. Et en parfaite transparence. Ce qui est effectivement quelque chose dans nos entreprises, on a le même ADN, la même culture que vous, qui est assez novateur. D'ailleurs, il y a une autre partie de l'entreprise qui a fait la même expérimentation, mais avec des kiffs secrets. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui l'envoie, mais en tout cas, on le reçoit. Et enfin, je trouve ça un peu dommage. Oui, il y a l'argent, certes. Et ben, nous, dans le baromètre social, parce qu'on a aussi un baromètre social, c'était pas forcément l'argent qui venait en premier, ni même en deuxième, ni même en troisième, sur en quoi les salariés se ressentaient reconnus ou pas. C'était la reconnaissance entre pairs. Et donc, donner du pouvoir, oui, ben, nous, on donne le pouvoir aux salariés de se reconnaître, de le dire, de le faire dire et de le montrer. Et alors, je ne dis pas que c'est une grande réussite, mais il y a des résultats assez convaincants. Il y a une question juste derrière, ou un commentaire peut-être. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'argent, mais on a surtout, enfin, j'ai l'impression qu'on a surtout parlé de l'argent comme un exemple de discussion qui était fondamental. Et aussi, quand même, on a bien souligné que ce n'était pas le seul motivateur, parce qu'on l'a plus, au bout d'un moment, vous l'avez plutôt appelé la rétribution, la contribution en conscience. Donc ça, c'est la reconnaissance. Voilà. Donc je pense que c'est important quand même de le préciser, que c'est pas. Et puis chez EDF, manifestement, ça n'a pas été du tout le sujet prioritaire. Alors évidemment, bon, on en a quand même beaucoup parlé pour faire le contre-exemple, mais. Oui, bonsoir, Rodolphe de chez Rabot-Litiol. Je voulais vous féliciter parce que moi, c'est la meilleure conférence que j'ai jamais vue au World Forum. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas en plénière ou en conclusion, au lieu d'être coincé dans une salle à moitié vide du mercredi en milieu de semaine. Pleine. Mais quelle qualité de public! Elle est à moitié pleine, mais l'autre, elle était totalement pleine et c'est quand même bien mieux ce que vous racontez, en plus avec le thème, que ce qui a été raconté hier matin. Ça, c'était pour donner un bon coup, la claque. Voilà. Alors maintenant, j'ai ma question. Est-ce qu'on donne le pouvoir aux salariés ou est-ce que c'est les salariés qui le prennent? Dans vos 3 exemples, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Moi, je dirais les deux, en général. Les salariés qui prennent le pouvoir sans qu'on leur donne, c'est ce que j'appelle des hackers. Mais en fait, le corporate hacker, il y a un moment, s'il n'a pas de mandat, si on ne le reconnaît pas, il s'essouffle et il s'en va. Donc pour moi, ça ne peut être que les deux. C'est-à-dire que le salarié va prendre du pouvoir si on ouvre le périmètre d'action, si il a mandat pour le faire, et en tout cas s'il sent qu'il a plus de liberté dans le cadre qui lui est donné. Donc, après, pour moi, l'enjeu, c'est de faire comprendre et de comprendre en fait dans les entreprises que partager, moi j'appellerais plus que donner, j'appellerais partager le pouvoir. C'est pas en perdre. J'aime beaucoup en fait une expression qu'on retrouve dans un livre génial qui s'appelle Pouvoir et amour de Adam Kahn. Je vous invite à le lire, il fait du bien. Et dans ce livre, il parle de la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir avec. Et pour moi, c'est ça en fait la différence, et c'est ça en tout cas vers lequel on a envie de tendre, c'est-à-dire quitter cette posture du manager qui a du pouvoir sur ses équipes. Enfin, ça ne marche plus, et ça a vocation, j'espère, à ne vraiment plus marcher. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a du pouvoir avec les autres, et c'est là où commence un début de gouvernance partagée pour moi. Donc les deux. Alors, je vais vous laisser répondre, mais peut-être, j'ai une dernière question, mais vous allez peut-être pouvoir y répondre en même temps, parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, c'était pour l'avenir. C'est quoi l'avenir, les prochaines étapes pour vous, pour continuer dans cette direction-là? Et peut-être, je suis sûre qu'il y a peut-être des réponses, la réponse va pouvoir aussi répondre à la question du monsieur en même temps. Dans la réponse, ce que je dirais, c'est que nous, on est une entreprise un peu particulière, d'ailleurs, comme le collègue d'RTE, on est au statut. Donc, le risque est plus important, si je puis dire, parce que les salariés risquent de s'essouffler, mais de ne pas partir. Donc, c'est ce qui est encore plus désespérant. Donc là, l'idée, c'est de leur dire d'oser de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pour ça que c'est les deux, je suis tout à fait d'accord, mais c'est aussi de dire, osez, mais prenez le pouvoir, et effectivement, et dites un petit peu ce qu'il faut changer dans cette entreprise. Parce qu'en fait, vous avez raison, enfin moi je trouve la question, elle est très juste, dans le sens où souvent, on a aussi des salariés, il ne faut pas le minimiser, je suis sûr que vous le rencontrez, qui n'osent pas se dire le poids qu'on peut avoir. Donc il s'agit de leur dire, vous avez du poids, vous comptez dans cette entreprise, donc vous avez du pouvoir, donc allez-y. Alors, pour répondre sur l'avenir, en fait, ça se passe très bien, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on lance pas mal d'opérations. Là, on lance une opération spécifique justement au nucléaire. Je vous disais qu'il y avait un peu moins participé que le nombre qui sont, et qui font une opération tout à fait spécifique sur leur métier, sur la vision, etc. On fait, comme je disais, au Royaume-Uni. Donc on a pas mal d'opérations, ce qui fait que je pense que l'avenir est fait du fait de la diffusion de l'intelligence collective dans la boîte, et mon objectif ce serait que d'ici 5 ans il y ait 40 ou 50 000 salariés de l'entreprise qui aient participé à ça, et j'aurais vraiment apprécié d'ailleurs que RTE puisse y participer ainsi qu'Enedis, mais hélas la commission de régulation de l'énergie nous interdit de pouvoir échanger. Heureusement qu'il y a des conférences comme ici où on peut le faire sans que ça paraisse. Ok. Agnès? En 2 minutes, ça va être difficile, mais 2 secondes. Moi, j'aimerais bien avancer avec l'actionnaire, et alors je ne veux pas prêcher pour sa paroisse ou paraître un missionnaire donc mon entreprise est partie de ce qu'on appelle l'actionnariat familial Mullier, qui est donc très connu évidemment dans le Nord, et qui ont beaucoup œuvré dans le partage, ce qu'ils disent, du pouvoir, du vouloir et de l'avoir. Voilà. Et donc, au travers de ça, il y a tout ce qu'ils ont mis en place autour d'abord des contrats d'intéressement, et puis ensuite de l'actionnariat salarié. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'actionnariat salarié ne fonctionne plus aussi bien qu'auparavant. D'abord parce qu'il y a eu des fiscalisations de la participation, de l'intéressement, et donc elle est devenue liquide. Donc, il y a plein de gens qui ne bloquent plus cet argent-là, donc qui n'ont plus d'action ou d'avoir dans l'entreprise. Et puis, c'est pas parce qu'on est salarié, actionnaire de son entreprise, que ça donne justement du pouvoir de décision. C'est-à-dire, on n'est pas dans le conseil d'administration, on n'est pas dans le conseil... Voilà. Et donc, eux s'en rendent compte, et comme c'est des gens qui ont été, je pense en tout cas moteurs, eux-mêmes nous challenge, nous dirigeants, pour dire comment on réinvente les politiques de partage. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Je ne sais pas si c'est demain, parce qu'on a fort à faire avec notre entreprise à mission, mais ça fait partie évidemment d'un des composants. Moi, je suis très intéressée par ce que vous avez dit, et moi, j'aimerais bien m'inscrire en fait là-dedans.
Et donc ça touche à la reconnaissance, ça touche à plein d'autres choses, et je trouve ça extrêmement intéressant. Ségolène, le mot de la fin, et je vous rappelle aussi qu'il faut justement manifester des engagements concrets sur la plateforme, mais tu peux peut-être le formuler aussi comme un engagement concret en illustrant l'avenir de vos engagements justement. Sur notre modèle interne, on va continuer comme on a commencé, comme on est, à se challenger et aussi à avoir la capacité d'intégrer des nouveaux arrivants qui se sentent bien dans ce modèle d'entreprise atypique. Mais ce qui, je pense, nous anime et qui fait qu'on continuera à faire ça, c'est surtout ce qu'on fait avec nos clients. C'est en fait essaimer une manière de voir la transformation, l'évolution des organisations avec une vision positive des choses. Et surtout, quand on parle de la crise écologique, je parle au sens large, on a tendance à ne regarder que les impacts environnementaux qu'on pourrait avoir et ce qu'on pourrait changer dans notre quotidien différemment, faire différemment pour que ça impacte ça et que ça change les choses. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est de cultiver notre savoir-faire, qui est de travailler aussi avec les hommes. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on zappe un peu dans le discours d'opportunité à la crise. C'est aussi d'engager plus les salariés dans leur aventure collective et dans l'aventure de leur entreprise. C'est ce qui fait bouger les lignes et c'est ce qui fait qu'on regarde l'entreprise dans laquelle on est et l'écosystème dans lequel elle s'inscrit. C'est ça aussi qui change et qui va impacter et qui participe à ce qu'on peut faire différemment et autrement pour répondre à cette crise qui nous touche tous. Donc de l'opportunité dans la crise. Toujours. Merci beaucoup, merci à tous. On a écoulé le temps, mais je pense qu'on va rester quelques minutes si vous voulez venir nous rejoindre et continuer la discussion. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes tous invités à Montréal, où je vous rappelle que nous avons eu la plus grande manifestation pour le climat, la plus grande marche pour le climat de tout le monde entier, avec Greta en avant. Donc voilà. À bientôt.